Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va finir avec les complications des fractures. Donc on va commencer avec la fameuse embolie graisseuse. C'est une complication précoce des fractures des os. Malheureusement, elle est d'évolution imprévisible. Donc on ne sait pas. Elle est d'évolution imprévisible. On ne sait pas ce qui va arriver. Et elle obéit à la loi du tout ou rien. Ça veut dire, ou bien le blessé meurt, ou bien il guérit sans séquelles. Et on ne peut pas présager, on ne peut pas prévoir laquelle des deux évolutions le malade va avoir. Donc ça veut dire que quand on fait le diagnostic d'embolie pulmonaire, on doit avertir les parents, et d'abord le malade, ensuite les parents, parce que normalement il faut avertir d'abord le malade. Et s'il vous donne la permission, à ce moment-là, on peut le dire aux parents. Donc, on a dit qu'on a une période de probation, on attend à peu près 15 jours. Après 15 jours, si le malade est vivant, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il le reste. Alors, les circonstances d'apparition, ça arrive presque toujours après une fracture du fémur, surtout, un petit peu plus rare pour une fracture du tibia. OK, presque toujours en l'absence d'immobilisation provisoire efficace. OK, et presque toujours en cas de choc presque toujours en cas de choc non compensé. Maintenant, la traduction clinique, elle pose problème parce que elle va se résumer à trois tableaux. On a la forme typique qui nous permettra justement de faire le diagnostic sans problème d'embolie graisseuse. Ensuite, on a les formes trompeuses qui vont nous faire croire à une autre pathologie. Et en dernier, on va avoir les formes frustres. Dans les formes frustres, on va même pas penser à une embolie pulmonaire, on va même pas penser qu'il y a réellement un problème. Euh, on commence avec la forme typique. OK? Donc, dans la forme typique, on peut noter ce qu'on appelle un intervalle libre. Ça veut dire que le malade vient et, intervalle libre, il n'y a rien du tout. Et aucun signe clinique, rien du tout. Ce qu'on appelle un intervalle libre. OK? Oh, using deux demandes. OK? Donc, l'intervalle libre, il n'y a rien qui arrive. Après un intervalle libre de quelques heures à plusieurs jours. Et c'est pour ça que, il faut attendre à peu près une quinzaine de jours avant de se fixer. OK? Où il est parfois noté, pendant l'intervalle libre, il est parfois noté de la fièvre, une tachycardie, une hypoxie, et on va observer un quadruple syndrome. Donc, on va avoir quatre ensembles de signes qui vont se rapporter à un appareil spécifique. Ça va? Donc, on prend quelque chose maintenant. On aurait juste la forme typique. OK? D'ailleurs, que nous bien rentrer dans bail là. OK? On voit maintenant la forme typique. Nous avons quatre syndromes. Un syndrome respiratoire, un syndrome neuropsychique, un syndrome général et un syndrome cutanéo-muqueux. Le syndrome respiratoire. Donc, le malade va souffrir de troubles respiratoires avec polypnée, OK,
bien que le véritable terme, c'était pas polypnée, c'était tachypnée. Quelle différence qu'il y a entre tachypnée et polypnée? Il veut me dire quelle différence il y a entre polypnée et tachypnée. La polypnée, c'est une respiration accélérée, mais qui est efficace. Et que la personne est essoufflée, mais c'est efficace. Par exemple, lorsque vous courez, vous êtes essoufflé, vous êtes en polypnée. OK? Et dans la polypnée, on ne peut pas y avoir de cyanose. Pourquoi? Parce que c'est une respiration qui est efficace. Tandis qu'une tachypnée, c'est aussi un essoufflement, une augmentation de la fréquence respiratoire, mais malgré tout, la personne n'arrive pas à s'oxygéner. Dans la tachypnée, on va parler de respiration superficielle inefficace. Donc, comme dans l'écrit, on a mis cyanose, donc ça ne peut pas être une polypnée, ça doit être une tachypnée. Il y a des sueurs, des opacités disséminées. Donc, opacité disséminée, c'est à la radiographie, avec une hypoxémie. Normal, parce que c'est une tachypnée. Et la tachypnée, c'est quoi? Une respiration superficielle. OK? Ensuite, nous allons avoir un syndrome neuropsychique. Ce syndrome neuropsychique, il est fait d'agitation, de torpeur, de troubles du comportement allant jusqu'au coma avec un Babinski bilatéral. Qui est-ce qui se rappelle c'est quoi un Babinski? Vous êtes censé avoir vu ça avec l'évaluation du système nerveux, l'examen clinique de Barbara Bitts. Hmm? Il se rappelle du Babinski. Donc, le Babinski, vous prenez la pointe du marteau réflexe. Le marteau réflexe, il a deux parties. Un côté où il y a le marteau et le côté opposé où il y a une pointe. Et la, vous grattez la plante du pied en partant du bord extérieur, on remonte jusqu'à le petit orteil et on tourne vers le gros orteil. OK? Si la personne a un Babinski, ça va provoquer quoi? Le Babinski va provoquer une extension du gros orteil. Maintenant, vous devez aller chercher dans vos livres que veut dire un Babinski, unilatéral ou bilatéral. OK? Mais le problème qu'il y a dans la fracture du fémur, dans le syndrome neuropsychique que l'on retrouve dans la fracture du fémur, c'est l'agitation. OK? On a dit agitation et des troubles du comportement. La personne peut avoir, elle peut avoir le logo et la personne peut parler dans ces troubles d'agitation. OK? Donc, elle va délirer. Et quel est le problème? Qui peut me dire quel est le problème du délire dans dans une atmosphère haïtienne, dans un environnement haïtien? Qui peut me dire? Que se passe-t-il lors du délire? Euh, William, tu peux essayer de répondre? William, d'après toi, que se passe-t-il lors du délire? William, tu es là? Célestin Marlene, est-ce que tu es là? Je suis là, docteur. Bonjour.
Bonjour. Alors, que se passe-t-il lors du délire? Et on associe ça à des faits maléfiques. Voilà, c'est très bien. Bon, là, tu m'as donné l'interprétation du délire. Mais que se passe-t-il lors du délire? Fritza, Fritza Narcisse, à toi de me répondre. Fritza, est-ce que tu es là? Oui, docteur, je suis là. Euh, Bonjour. bonjour, que se passe-t-il dans le délire? Euh, Parfois, il y a des... Comment je dis? Parfois, la personne reçoit des... Comment je dis? Ok, moun nan kon recevoir coup, parfois. Non. Naïka, tu peux dire, hein? Non, ça c'est l'interprétation du délire. Moi, je veux dire, que se passe-t-il? Vous devez savoir ce qui se passe lors du délire. Comme ça, vous allez pouvoir le mieux interpréter. Mon nan, ouais, on sait de bail qui pas existé, oui, mais on peut dire quelque chose de mieux. Naïka, Moun nan de pal. oui, mais la dit bail qui sorti, c'est même dit même bagarre avec on dit, mon a dit bail qui pas existé. Par exemple, si William est dans le délire, elle délire, et que dit que lui, ouais, Fritza, qui vient chercher, il besoin maintenant l'aller. Et que Fritza, il ouais que son serpent, tête serpent, c'est Fritza, et puis, corps Fritza, son serpent, et que même il vient chercher. Et puis, il a parlé, il dit ça dans son délire. Comment vous devez interpréter ces paroles pour pouvoir bien l'expliquer aux patients? Est-ce que William est là maintenant? Oui, docteur. Mhm. Eh bien, comment tu peux interpréter ça? William, tu as entendu la question? Oui, docteur, mais moi, à peine monté sous courant, On va peine monter ce couple-là. Mhm. pas d'internet. Oui, et pourtant, tu es là depuis longtemps, pas ouais que il t'est recoupé. Ricardo, tu peux répondre? Ricardo, est-ce que tu es là? Ricardo, Shirley, est-ce que tu es là? Oui, je suis Ok. là. On Comment a tu dit peux malade la interpréter? halluciné. Oui, mais qui sont pas le dit parents, yo? Oui, mais faut pas comprendre. Pour qui ça? William, ouais. Et qui nous me débat encore? Et William et qui ça? Et Fritza, c'est ça? C'est Fritza me débat? William et Fritza? Pour qui ça, William, ouais, Fritza vient chercher? Non. Parce que j'ai commencé. Parce C'est que parce, c'est parce que William a un problème avec Fritza. OK? C'est lui qui a un problème avec Fritza. Et li pral exprimer problème que le gagne. Donc, c'est lui-même qui a un problème à Fritza. Il pral exprimer problème que le gagne à Fritza dans son délire. Et la preuve, Fritza a pas attaqué. Donc, ça veut dire que si William a déliré et que lui voit que Fritza a pas attaqué, c'est pas Fritza qui a fait William. C'est William
qui a un problème à Fritza. Donc, lors du délire, le patient nommé non moun, OK? Non moun que le nommé, hein, moun ça pas fait rien. Et dans la tradition haïtienne, on peut comprendre que c'est Fritza qui a attaqué William. Non, c'est William qui a un problème à Fritza. Donc, il faut expliquer moun yo ça pour ne pas courir à joindre Fritza et faire une série de bagailles parce que si que le voulait manger William. Deuxième cas de figure, la personne a 90 ans et dans son délire, elle ne fait que citer des noms de personnes mortes, en particulier son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, ses frères et sœurs. La personne a 90 ans. Comment vous pouvez interpréter ça? C'est parce que t'es manqué. Non, je dis, oh, pareil, qu'on paquet pour nous, on paquet pour nous mourir, ça veut dire que mon mourir ça, a bien chercher. Non. La cité non paquet moun, donc la personne a 85, 90 ans, la cité non moun, c'est pas, le plus souvent, le cité non moun, ça, oh, c'est pas en mal. Dis, oh, papa, comment tu vas? Papa est là. Oh, maman, maman, maman. Il dit, oh, ouais, libre aller, parce que même moun mourir, on vient chercher. Quelle explication rationnelle vous pouvez donner dans ça? C'est tellement facile. Hein, hein, est tellement facile que nous pas qu'à jouer une explication. Wendy dit c'est parce qu'elle fait. Non, on a parlé en bien. Parce que à 90 ans, tout parent qu'on gagne, fin de mourir. Et que à cet âge-là, lorsque la personne délire, le plus souvent, on dit qu'elle tombe en enfance. Donc, elle va se rappeler des personnes vivantes de sa jeunesse. Mais si elle a 90 ans, puis fort monde que la prélé, ou pas dire totalité monde que la prélé, monde ça qui est en mourir avant. Donc, c'est pas lui-même, c'est pas monde mourir qui vient chercher là. C'est lui-même qui se remémore les instants de sa jeunesse et pratiquement tout le monde ça, ok, tout le monde ça, oh, il était mourir avant. Ok? Donc, il faut retirer dans la partie du délire, il faut retirer la partie mystique, ok, pour le bien-être des personnes qu'on va accuser d'avoir attaqué le malade. Donc, ça, on a remis le syndrome neuropsychique dans, ok, l'atmosphère haïtienne. Un syndrome général, donc ces trois syndromes qu'on a déjà vus vont s'accompagner ces deux syndromes vont s'accompagner d'un syndrome général. Ça veut dire on va avoir des signes généraux comme une température à 40 degrés et une tachycardie à entre 140 et 160 battements par minute. OK? Ajouté à cela, on va avoir un syndrome cutanéo-muqueux. Quel est le problème de ce syndrome en Haïti? Vous regardez le schéma et dites-moi. Hein? On a un purpura localisé au thorax, aux épaules, à la base du cou, des pétéchis sous-conjonctivales, pathognomoniques, mais fugaces à considérer comme le signe de l'embolie graisseuse. Là, j'ai pas montré les pétéchis sous-conjonctivales. Donc, ce qu'on a montré là, ok, le purpura et les pétéchis au niveau du cou, on va pas le voir sur les peaux noires. Le seul signe qu'on va avoir en Haïti,
Ce sont les pétéchies sous-conjonctivales. Donc, pour les pétéchies sous-conjonctivales, qu'est-ce que on doit demander de faire pour les voir? Qui est-ce qui peut dire? Comment est-ce qu'on observe les conjonctives? Quel signe qu'on fait pour les conjonctives? Non, Célestin ou Bataille. Quels sont les signes qui veut dire on doit tirer la paupière inférieure vers le bas et demander au patient de regarder vers le haut. OK? Tirer la paupière. Automatiquement, on voit les conjonctives. Et on va voir des petits points rouges, c'est signe d'une embolie graisseuse. OK? Donc, ça, on vient de voir la forme classique. OK? Dans cette forme classique, comme on l'a déjà dit, l'évolution est variable. OK? Favorable, et c'est la guérison sans séquelles entre 8 à 15 jours. Défavorable, malheureusement, j'ai pu vivre la phase défavorable avec ma mère. OK? Défavorable en cas de complications. OAP. Que veut dire OAP? Œdème aigu pulmonaire. Voilà. OK? Par œdème dû à l'altération des membranes alvéolo-capillaires. OK? Syndrome hémorragique par CI. Alors, ça veut dire que l'œdème, le problème pour l'œdème pulmonaire, c'est que ça va collaber les alvéoles. Deuxième chose, on a syndrome hémorragique par CIVD. Ça veut dire quoi? CIVD. C'est une des complications de... Ah, il y avait des complications ça, en maternité. Ou dame là qui a tension qui montait. Hein? Nous va songer ça. Éclampsie? Hein? Éclampsie? Éclampsie. Éclampsie? Non, éclampsie. Donc, CIVD, c'est coagulation intravasculaire disséminée. Et paradoxalement, c'est ça veut dire que le patient va coaguler son sang partout. Et le signe paradoxal, c'est une hémorragie qui peut m'expliquer pourquoi le sang étant coagulé, il y a beaucoup de coagulation, il y a une hémorragie. Je dit syndrome hémorragique par coagulation intravasculaire disséminée. C'est-à-dire que dans le sang, tous les facteurs de coagulation vont être entraînés. Donc maintenant, le reste de sang qui reste ne pourra plus coaguler. Et c'est pour cela qu'on va avoir une hémorragie. Ceci va s'accompagner d'une insuffisance rénale aiguë et une hypoxémie réfractaire. Ça veut dire que comme la personne n'a pratiquement plus de sang qui peut servir, OK, le taux d'oxygène va diminuer et on parle d'hypoxémie réfractaire, c'est-à-dire que même si vous donnez de l'oxygène à la personne, ça ne va pas réagir. On avait ce syndrome-là dans le COVID. Le COVID, ça a détruit le poumon, entre autres. Donc, quand il y a trop de poumons qui est détruit, trop de poumons qui est détruit, pardon, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas suffisamment de poumons sains pour augmenter l'hypoxémie. OK? Donc, on va parler à ce moment-là d'hypoxémie réfractaire. OK? Donc, ça, c'était la forme classique. Étant les formes trompeuses. Dans les formes trompeuses, on va penser à autre chose. Et maintenant, et les formes trompeuses sont caractérisées par la prédominance, OK, des syndromes que l'on rencontre dans la forme classique.
OK? Donc, on se rappelle, la forme classique était formée de combien de syndromes? Est-ce qu'il se rappelle? Quels sont les quatre syndromes de la forme classique? Respiratoire, Hmm? Un syndrome respiratoire, respiratoire, un syndrome neuropsychique, un syndrome général et un syndrome cutanéo-muqueux. OK? Mais dans les formes trompeuses, c'est l'exagération de deux syndromes simplement, puisque les autres ne peuvent pas s'exagérer. Le syndrome général ne peut pas s'exagérer et le syndrome cutanéo-muqueux ne peut pas s'exagérer. Donc, dans ce cas, quels sont les deux seuls syndromes qui peuvent exagérer? respiratoire et neurologie. C'est neurologique et respiratoire. Donc, quand il y a prédominance neurologique, ça veut dire qu'il n'y a aucun autre syndrome qui arrive, OK? On va penser que c'est quelqu'un qui s'est frappé à la tête, puisque en fait, la fracture du fémur, c'est un trauma. Donc, on va penser que pendant qu'il s'est cassé la cuisse, il s'est aussi cassé la tête. Donc, on va penser à un hématome extradural. OK? Prédominance respiratoire, on va penser de préférence à une embolie pulmonaire ou encore un syndrome de Mendelssohn. Donc, vous devez aller chercher, c'est quoi le syndrome de Mendelssohn? Ça va? Étant la dernière forme, ce sont les formes frustes. Bon, dans les formes frustes, on va même pas penser qu'il y a un problème. OK? Donc, on va avoir une petite hyperthermie isolée ou encore une petite une agitation psychomotrice. Donc, on va même pas penser au syndrome de Loche. Pardon, c'est une embolie créceuse. OK? Maintenant, si on fait des examens, mais la plupart de ces examens ne peuvent pas se faire en Haïti, donc on va avoir des désordres hématologiques lorsqu'on fait l'hémogramme. OK? Donc, c'est anémie de nature hémolytique, surtout quand on a le CIVD. On va avoir une chute de l'hématocrite, thrombopénie. Oh ben, on peut les faire maintenant, hein. CIVD, lipurie. Lipurie, ça veut dire quoi? Lipurie. Présence de lipides dans les urines. OK? Et une hypocholestérolémie. OK? Maintenant, que se passe-t-il en fin de compte lors de l'embolie graisseuse? OK? D'où vient la graisse? Il peut me dire. La moelle osseuse. On se rappelle, chez le vivant, la moelle osseuse elle est liquide. Et les veines, une veine qui est rupturée, c'est comme un aspirateur. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la physiologie cardiovasculaire, la pression, comment est la pression au niveau du cœur gauche? Le cœur gauche, il donne la honte. C'est bien ça. Donc, quelle est la pression au niveau du cœur gauche? Elle est positive. Et ça fait que lorsque vous percez une grosse artère, sang jaillit. Il y a des fois qu'on même mouiller le plafond de la salle d'opération. C'est pour ça que dans les films, qu'on montre, oh, mon a blessé, puis ça en sorti. Ça, c'est du sang qui sort d'une artère parce que la pression est positive. Tandis que dans les veines, surtout au niveau du cœur, la pression est négative. Autrement dit, c'est maintenant, c'est aspirer à aspirer ça. Et on se rappelle que le cœur est une pompe aspirante et foulotte.
Donc, du côté droit, la pas aspirer sang. Donc, si on veine qui l'ouvre, la partie qui est du côté du cœur, puisque veine n'a pas le de bord, on bord distal et on bord proximal. Donc, le segment proximal va aspirer tous les liquides qui se trouvent à sa portée. Or, dans ces liquides-là, on va avoir de la graisse. Et cette graisse-là, OK, elle va interagir au niveau des poumons et qui ça va donner un processus inflammatoire. OK? Cette graisse-là peut aussi agir au niveau du cerveau. Bon. Donc, toujours pour examen par clinique, le fond d'œil, OK, bon, j'espère que quand vous allez faire le stage en ORL, on va vous montrer comment faire un fond d'œil. Ce sont des taches dans le fond d'œil, on va avoir des taches blanchâtres, cotonneuses, qui ne sont pas des dépôts lipidiques, mais des altérations de la myéline des fibres du nerf optique dans le territoire des capillaires obstruées. On va aussi trouver des hémorragies en flaques et exudats qui sont parfois entremêlées. Monsieur Bonnet, ou docteur Bonnet, a pu les comparer de façon pittoresque à une tranche de saucisson de lion. Nous tous, vous avez vu les tranches de saucisson de lion. OK? Et la gazométrie qui se fait en prenant du sang artériel montre une hypoxie de sévérité. Le traitement, nous avons deux types de traitements. Traitement curatif, bon, comme on sait, le traitement curatif, il ne va pas servir à grand-chose. Et le traitement préventif. Donc, le traitement curatif, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'il ne faut rien faire. OK? Toujours sur la ça en médecine. OK? Malade a fait mourir. Non. Ou vini sous malade là, vous tentez une réanimation. OK? Vous ne constatez pas la mort du patient. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'il ne faut rien faire. On doit mettre de l'oxygène par son nasal. OK? Si c'est possible, une ventilation avec pression expiratoire positive ou en ventilation spontanée au masque, ce qui évite la surinfection de l'intubation. OK? Et le plus possible, il faut fixer le foyer de fracture. OK? Le traitement préventif. Le traitement préventif consiste en l'immobilisation précoce, donc il faut opérer rapidement la personne. OK? Donc ça, c'est fini pour la première embolie qui nous intéresse, qui est l'embolie graisseuse. Maintenant, l'autre embolie, qui est l'embolie pulmonaire. Dans l'embolie pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un caillot qui se forme au niveau des veines profondes de la jambe. OK? Et ce caillot va migrer, donc le fourreau pointeur. Donc le caillot, lorsqu'il y a un traumatisme, vous avez un caillot qui se forme. Donc, on avait vu comme complication les fameuses thromboses veineuses profondes. OK? Donc, il y a un caillot qui se forme et dans ce caillot-là, vous allez avoir un morceau qui va se détacher. Et le morceau qui se détache, c'est l'embole. Donc, comment est-ce qu'on appelle la formation du caillot dans la veine? Une thrombose veineuse profonde. Peut-être qu'il y a un morceau de ce caillot-là qui se détache. C'est ce qu'on appelle un embole. Maintenant, cet embole-là, pourquoi il ne va pas être fixé? Pourquoi il va arriver jusque dans les poumons? Il faut se rappeler que les veines, c'est un sens inverse des artères. Donc, alors que les artères, on passe de grosses artères à des artères de plus en plus fines
jusqu'à arriver aux artérioles qui, elles, vont finir par les capillaires. Au niveau des veines, c'est le contraire. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur, les veines grossissent. Donc, l'embole ne va rien trouver pour être bloqué. Ainsi, comme le montre le schéma, OK, l'embole arrive facilement au niveau du cœur. Et quel cœur? Le cœur droit. Il va donc passer par la veine cave inférieure, il va au niveau du cœur et être expulsé dans les poumons. Mais dans les poumons, c'est un système artériel. Donc, on a d'abord de grosses artères, et puis au fur et à mesure, des artères de plus en plus petites, où justement l'embole va se fixer et provoquer ce qu'on appelle une occlusion. Et cette occlusion-là va provoquer un infarctus pulmonaire. Autrement dit, la partie du poumon qui dépendait de cette artère bouchée, elle va mourir. Étant plus l'infarctus pulmonaire est grand et plus la personne a de sensation de mourir. OK? Et à ce moment-là, vous avez, donc c'est un patient qui a une fracture au niveau du membre inférieur et brusquement est pris d'agitation avec ce qu'on appelle sensation de mort imminente. Et le décès arrive quelques minutes après. OK? Je me rappelle que j'étais au CAI, il y a un patient pour qui on avait mis un plâtre et le patient s'est plaint de douleur au niveau du mollet. Parce que le plus souvent, OK, la thrombose veineuse profonde, ça arrive au niveau du mollet. Donc, j'ai eu un problème. Je me dis, bon, si j'ouvre le plâtre, automatiquement que j'ouvre le plâtre, je vais décoller un morceau de caillot, donc provoquer un embole, qui va aboutir à une embolie pulmonaire. OK? Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris des renseignements. On m'a dit que dans ce cas-là, il fallait mettre un lac. C'est-à-dire qu'on devait fermer la veine pulmonaire, la veine fémorale, pour que le caillot ne puisse pas arriver au niveau des poumons. Mais je n'avais personne pour faire ça. Alors, heureusement, entre guillemets, il y avait un autre orthopédiste au CAI et que cet orthopédiste était un Cubain. Et le Cubain voulait montrer à tout le monde qu'il était meilleur que moi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un malade qui a mal parce qu'il a un plâtre. Donc, qu'est-ce que le Cubain a fait, d'après vous? Le Cubain a ouvert le plâtre et automatiquement, le malade a eu son embole et son embolie pulmonaire. Autre cas, c'était à l'époque où il y avait le sida et on n'avait pas de médicaments pour le sida. J'ai un adulte qui arrive avec un gros abcès au niveau de la cuisse. OK? Je draine l'abcès. OK? 2 jours après, il a encore le même abcès. Je trouve ça bizarre. Je le draine à nouveau. OK? 2 ou 3 jours après, l'abcès se reconstitue. Bon, cette fois-ci, non seulement je le draine, mais avant, j'avais fait une petite ouverture avec le bistouri. Maintenant, je fais une large ouverture comme ça. S'il y a du pus qui continue à se faire, mon orifice d'évacuation du pus est tellement long, OK, que le pus ne va pas s'accumuler. Et j'ai trouvé ça bizarre d'avoir un adulte qui fasse un abcès comme ça. Donc, j'ai donné à faire le test du sida. À cette époque-là, il n'y avait pas de counseling, rien du tout. OK? Vous donnez
à faire le test. Le test est positif. OK? Donc, à ce moment-là, la seule chose qu'on faisait, c'était horrible, mais on le faisait quand même, c'est de dire aux parents que, bon, la personne a le sida et qu'on ne peut rien faire. À ce moment-là, on était obligé, les parents prenaient le patient et s'en allaient avec. Je me souviens quand j'étais à Port-de-Paix, c'est à ce moment-là que vraiment que le sida venait d'arriver et qu'on ne comprenait rien à le sida. On a eu une jeune fille de 22 ans qui avait le sida. On a fait le test, c'était positif. On a averti les parents. Vous voyez, d'où l'importance de ne pas avertir les parents si c'est quelqu'un qui est majeur. Oh, parents, yo, prend si moun sans ménage, yo bascule l'on pick-up, il y a la veille. Avec un tas de termes, ouais, c'est son bousin lié, ouais, parce qu'à cette époque-là, on pensait que c'était les personnes qui avaient plusieurs partenaires qui pouvaient avoir le sida. Donc, durant qu'une fille avait le sida, son bousin lié. Si c'était un garçon, son vagabond. Alors que c'est pas vrai. Il suffisait simplement d'avoir une relation non protégée avec une seule personne qui, elle, avait le sida pour l'avoir. OK? Donc, ça, c'est au sujet de l'embolie pulmonaire. Donc, la prévention de l'embolie pulmonaire, il faut donner à tous les patients qui sont traumatisés du membre inférieur, il faut avoir le réflexe de donner un anticoagulant. OK? Et ce sont les parines ou bien la fraxiparine. Mais si vous avez la chance d'avoir ça, de l'aspirine. OK? Donc, du moment que vous avez un patient pour qui vous mettez une immobilisation rigide au niveau du membre inférieur, comme un plâtre, il faut prévenir l'embolie avec justement un anticoagulant. Je vous rappelle qu'on m'avait appelé pour une patiente qui avait eu un accident au niveau des membres inférieurs. C'est tellement grave que il y a un membre qui a été coupé et l'autre pour qui on a mis un plâtre. Donc, on m'a appelé parce que le membre qui avait été coupé, OK, il y avait un problème de cicatrisation du moignon et le moignon était un petit peu infecté. Je suis venu, j'ai réparé le moignon, j'ai traité le moignon, OK, et j'ai demandé quand est-ce qu'on a mis le plâtre, euh, et j'avais vu que il n'était pas encore temps de retirer le plâtre. Donc, malheureusement, Mounsa, il était une punaise dans le carbone. Et qu'on punaise qui rentrait en dedans platan. Et si on punaise qui rentrait en dedans platan, ça devient insupportable. D'autant plus que je suspecte que c'est pas seulement une punaise qui rentrait. Donc, bah, elle a tellement fait le mal que courir l'ouvrir platan, malheureusement, elle avait un caillot, puisque il y avait tout pour que cette personne puisse développer sa thrombose veineuse centrale, vu que elle avait un membre coupé et un membre cassé. Donc, c'est une personne qui était obligatoirement couchée. Quel est le terme spécifique? C'était une patiente grabataire. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse développer sa thrombose veineuse profonde qui s'est compliquée d'une embolie pulmonaire. OK? Bon, vous êtes peut-être trop jeune, mais est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu un président d'Haïti qui avait fait une embolie pulmonaire? Ce président-là, c'était euh, le président Michel Martelly. OK? Il couru à l'hôpital à l'étranger, OK? Parce qu'il avait fait son embolie pulmonaire. Quand il est arrivé aux urgences, bon, il était déjà au stade d'infarctus pulmonaire. Il n'était pas grave. Puisque, en fin de compte, quand il a fait la crise en Haïti, il avait déjà l'infarctus pulmonaire. Donc, arrivé aux États-Unis, il a fait au grand maximum 12 heures, pas même pas arrivé 24 heures, dans une salle d'urgence. Il est sorti. Donc, on a dit que du président était dû au fait qu'il avait été opéré aux épaules.
Or, on se rappelle que l'embolie pulmonaire, ça arrive pour les fractures et les opérations au niveau du membre inférieur. Mais il y a une autre chose qui vous donne une embolie pulmonaire. C'est si vous prenez trop d'avions. Quand vous prenez trop d'avions, le sang a tendance à stagner au niveau de vos membres inférieurs. C'est pour ça que quand vous prenez un avion et que vous devez faire un long parcours, on conseille toujours aux gens, de temps en temps, surtout aux personnes âgées, de se lever et d'aller marcher pour éviter cette stase veineuse, OK, qui est et potentialisée par le fait que dans un avion, vous n'avez pas la pression atmosphérique qu'il faut. Or, Michel Martelly, il a fait deux choses. Il avait deux choses qui pouvaient expliquer sans problème son embolie pulmonaire. Un, au début de son mandat, il a beaucoup voyagé. Deux, il était fumeur. Ou je ne sais pas si l'alcoolisme euh, augmente aussi, mais il était fumeur et il a pris beaucoup d'avions. C'est ça qui lui a provoqué son embolie pulmonaire. On a fini avec les complications à moyen terme. Maintenant, on va voir les complications tardives. Bon, vous avez le retard de consolidation qu'on avait vu dans les complications à moyen terme, je ne vais donc pas insister, et avec les pseudarthroses. Qui peut décortiquer ce terme-là? Pseudarthrose, il est formé de quoi? Donc, pseudarthrose, ça veut dire une fausse articulation. OK? Et comme c'est une espèce de dégénérescence, qu'est-ce qu'on a ajouté comme suffixe? Le suffixe ose. Nous avons deux types de suffixes en orthopédie, it et ose. On avait vu ça en orthopédie. It veut dire inflammation, et ce que ose veut dire dégénérescence. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas que les deux pouvaient s'accompagner. Donc, pseudarthrose, ça veut dire fausse articulation. Et comme ce n'est pas une articulation, comme c'est pas bon, on met ose. Nous avons deux types de pseudarthrose. Les pseudarthroses, donc ça veut dire que Zoa pas prend. Donc, on a deux types de pseudarthrose. La pseudarthrose hypertrophique et la pseudarthrose atrophique. OK? La pseudarthrose hypertrophique, comme vous voyez sur le schéma, l'os a essayé de consolider. OK? Donc, Zoavine Pigo. Mais il va arriver collé. Chaque bout, le bout distal comme le bout proximal, ils ont essayé de consolider, mais ils n'ont pas pu se joindre. Donc, c'est ce qu'on appelle une, une fracture, ce qu'on appelle une pseudarthrose hypertrophique ou encore une pseudarthrose en patte d'éléphant. OK? Elles sont très rares pour les fractures fermées traitées orthopédiquement. En fait, lorsqu'il se pseudarthrose plus facilement traité orthopédiquement, c'est l'humérus, l'os du bras. Et elles surviennent surtout après des fractures ouvertes ou des ostéosynthèses ou des fractures ostéosynthésées directement. Donc, les extrémités osseuses sont scléreuses et condossées sur les radiographies et elles sont élargies comme des pattes d'éléphant. C'est pourquoi on les appelle pseudarthrose en pattes d'éléphant. Et vous avez la deuxième pseudarthrose, la pseudarthrose atrophique. Et l'os ne réagit pas, il n'essaye même pas de se consolider. Il n'y a aucune trace d'activité cellulaire au niveau des extrémités osseuses. Donc, au lieu d'être élargies, elles sont effilées, elles deviennent fines, arrondies et ostéoporotiques. On voit ce type de pseudarthrose dans les pseudarthroses congénitales, surtout visibles au niveau de la jambe. On voit des pseudarthroses atrophiques qui sont le résultat des échecs répétés enregistrés au cours de traitement de certaines fractures diaphysaires. OK? On a des pseudarthroses infectées et les fragments sont dévitalisés et atones. On peut avoir cette pseudarthrose aussi lors des fractures ouvertes, contraites et qu'on retire trop de périos.
Donc, lorsqu'on n'a plus de périose pour consolider, ça nous donne une pseudarthrose atrophique. Ça, c'est Zoa qui pas prend. Mais Zoa qu'on prend, crochu. C'est ce qu'on appelle les cales vicieux. Cales vicieux, hein, c'est lorsque Zoa prend crochu. Et vous avez différentes formes là. Nous avons ce schéma-là, une angulation. Donc, on a un genou valgum. Un genou valgum, pardon. Parce que bien qu'on dit genou, c'est l'articulation qu'on retrouve. Donc, on a un genou varum. Et en fin de compte, lorsque vous immobilisez une fracture trop longtemps, on a ce qu'on appelle des raideurs articulaires qui peuvent aller jusqu'au blocage de l'articulation, ce qu'on appelle une ankylose. OK. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le chapitre est fini. Et la semaine prochaine, on va voir les fractures pour les enfants, chez les enfants, et on va commencer à voir les cas cliniques. OK? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Jenaïka, tu as des questions? Vous comptez vous enlever les cours à nouveau, comme ça je vous dirai si j'ai des questions parce que je suis un peu tard. J'ai rien entendu. J'ai pas entendu ce que tu as dit, non? Le son est J'ai trop dit bas. que je vais regarder mon site à nouveau, Ah, comme ah, ça, si j'ai des questions, je peux vous écrire. ok, d'accord. Ça va, Shirley, tu as des questions? Shirley, Oui, ça va. Saskia, tu as des questions? Saskia? Ah, ok, donc au revoir à tout le monde Ça et va, docteur. d'accord. Et à la semaine prochaine.